Bonjour à tous, bienvenue. Ravi de vous accompagner pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Une émission moins politique que d'habitude. Dimanche électoral oblige. Nous sommes tenus à une trêve. Nous allons parler climat. Le Poitou-Charentes est à rude épreuve en ce moment. Tempête, fort épisode de gel, mais surtout la sécheresse pèse lourd. Dès ce début de printemps, les premières restrictions sont entrées en vigueur dans notre région. La ressource en eau y est fragile. Son manque, un sujet particulièrement sensible. Les conséquences concernent l'agriculture, mais aussi les particuliers dont les maisons se fissurent. Les assurances sont-elles suffisantes et surtout, comment s'adapter à ces évolutions climatiques? Pour en débattre, je reçois Benoît Grimont-Pré, enseignant-chercheur spécialisé en droit de l'agroécologie. François Turpot, premier vice-président de la Chambre d'agriculture de la Vienne, et Delphine Boutron, agent d'assurance à Poitiers. Et pour commencer, on va jeter un coup d'œil à la situation actuelle avec ce reportage dans les Deux-Sèvres. Le barrage du Cébron est à moitié vide. Une situation critique. La retenue alimente en eau potable plus d'un tiers des habitants du département. Reportage Émilie Henny et Romain Bureau. Une retenue d'eau à moitié vide ou à moitié pleine pour les plus optimistes. C'est le résultat d'un hiver sec dans les Deux-Sèvres. Cette berge, par exemple, n'était pas accessible l'année dernière. La situation, c'est qu'on a de l'eau par-dessus la tête, normalement. Donc là, on est vraiment devant un effet de sécheresse qui nous permet d'aller, certes, sur les berges, mais qui ne nous permet pas forcément d'alimenter tout le monde en eau potable et en irrigation. L'alimentation en eau potable reste assurée grâce à la présence d'un deuxième barrage dans le département, celui de la Touche-Poupard, rempli à près de 80%. Mais la situation pourrait devenir critique si elle se répète l'année prochaine. Ce sera inquiétant, non seulement pour le nord du département, mais aussi pour tout le département, avec l'eau de retenue qui ne pourra pas assurer pour l'ensemble, quoi. À l'usine de traitement des eaux, le niveau du lac est surveillé de près. On est à 50% du stockage par rapport à la sortie d'hiver annuellement. En termes de mètres cubes, ça correspond à quoi? Il manque 5 millions de mètres cubes d'eau, 3 millions pour l'eau potable et puis les autres millions sont dédiés à l'usage d'irrigation qui ne pourra pas être réalisé cette année. Pour faire face à d'éventuelles nouvelles pénuries, les élus et les syndicats seront amenés à revoir la gestion de l'eau dans le département. Ça peut en passer par des constructions d'ouvrages ou des réflexions sur des besoins de stocker l'eau en tant que telle sur les périodes où elle est le plus disponible, donc normalement les périodes hivernales. Les habitants sont appelés à une utilisation responsable de l'eau, même si elle continuera à couler dans les robinets cette année. Pourquoi notre région est-elle plus sensible que d'autres à ces phénomènes de sécheresse, M. Grimont-Pré? Alors, on est une région atypique par rapport à d'autres parce qu'on a des nappes qui sont très réactives aux phénomènes climatiques. Donc là où les autres, à cette période-là, ont encore de l'eau, nous, on a commencé à avoir des nappes qui baissent et qui ne se sont pas suffisamment rechargées cet hiver. Ce qui est une année plutôt atypique, mais elle est amenée à se reproduire dans le futur avec le changement climatique. Quel effet des pluies récentes? Alors là, les pluies qui tombent aujourd'hui vont être d'un effet minime dès lors que la végétation est déjà repartie au printemps et qu'elle va absorber l'essentiel des précipitations. Donc celles-ci ne vont pas s'infiltrer dans les sols et rejoindre les nappes pour les recharger. Donc on démarre l'été là avec déjà les curseurs un niveau très bas, un niveau très bas, d'où des décisions déjà publiques. Alors voilà, les arrêtés, ils sont précoces. On va afficher la carte des mesures en cours en Poitou-Charentes. Cette sécheresse printanière, c'est du déjà vu pour vous les agriculteurs, Monsieur Turpot? Oui, cette sécheresse, on l'a déjà connue en 2005, la dernière année où on a connu un épisode de telle ampleur. 2005 est resté dans les têtes des agriculteurs, des irrigants principalement, parce que cette année-là, beaucoup d'irrigants n'ont pas pu commencer leur saison pour irriguer leur production, sauf quelques productions où il y a eu des dérogations. Et là, on est parti sur un scénario, on va dire, du pire. On est sur les mêmes niveaux de nappe que 2005. Donc cette année-là, 2022 va être comparable à 2005. Pour vous, c'est de l'ordre de l'exceptionnel, c'est le mot que vous utiliseriez? Oui, c'est de l'exceptionnel parce que habituellement, on a des problèmes de sécheresse, mais qui arrivent en été, qui arrivent plus tard, qui arrivent au mois de juillet, fin juillet, et qui, les dernières années, on a fait juillet, fin juillet, août, septembre, octobre, et après, à partir d'octobre, on commence à retrouver des pluies. Là, c'est pas le cas cette année. On est très déficitaire en précipitation de tout l'hiver, à part le mois de décembre qui a été
à peu près à la normale. Les autres mois sont tous déficitaires. Delphine Boutron, comment le risque sécheresse est assurable aujourd'hui pour les agriculteurs? Au niveau de leur récolte, nous, aujourd'hui, on leur propose de les accompagner avec des contrats grêle-tempête contre 2 risques. Et après, il existe des contrats pour différents aléas climatiques. Et ça peut être un excès d'eau ou la sécheresse aussi. Donc, ça dépend des types de contrats. Et puis, nous, le but, on les indemnise sur leur perte de rendement suite à la survenue de ces aléas. Ça, c'est des calculs particuliers sur les bonnes années, c'est ce que vous m'expliquez? Ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, il y a l'assurance multirisque. Pour l'instant, donc, elle est en refonte actuellement parce qu'avec les difficultés qui ont été rencontrées l'année dernière suite aux épisodes de gel très importants qu'on a connus en 2021 sur globalement l'ensemble de la France, a remis en cause le système d'assurance multirisque tel qu'il était organisé. Donc il sera toujours sur le même modèle pour l'année 2022, mais pour l'année 2023, on aura un nouveau modèle. Et en fait, ils sont en train de revoir la façon de fonctionner parce que si on a des événements climatiques qui arrivent plusieurs années d'affilée, l'assurance finit par ne plus être intéressante en conditions multirisques parce qu'on a une moyenne de nos productions. Donc si nos références sont mauvaises, forcément, derrière... l'assurance nous remboursera mal ou voire pas du tout. Il y a une refonte des discussions en cours importantes, vous confirmez, pour Exactement. que ça soit digérable aussi pour Exactement. vous économiquement? En fait, aujourd'hui, il y a peu d'assureurs qui assurent les aléas climatiques sur les récoltes. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait un petit peu plus et que plus d'agriculteurs aussi soient assurés pour ce type de risque, dans le sens où ce risque-là est mutualisé. Et aujourd'hui, c'est des branches qui peuvent être très rapidement déficitaires. Comment est-ce que vous vous organisez sur votre exploitation pour faire face? Moi, pour faire face, alors moi qui suis viticulteur et qui suis aussi producteur de légumes, viticulteur, on est en train de réfléchir par rapport aux aléas de gel et de sécheresse. On est en train d'essayer de voir pour trouver des solutions pour maintenir une humidité surtout par rapport à la sécheresse. Et puis par rapport au gel, on essaye de voir pour investir dans des systèmes pour nous protéger, quoi. Et puis après, par rapport aux légumes, j'accède à une dérogation pour mes légumes. Je fais des échalions. Et donc j'accède à une dérogation, mais on est limité quand même sur le volume. Mais c'est très important d'avoir ces dérogations pour maintenir une activité, des filières sur le territoire. On en a besoin. Notre territoire agricole du département de la Vienne, et je pense même de l'ensemble des départements limitrophes, avec Poitou-Charentes, en ont besoin pour continuer à avoir des activités agricoles sur les territoires. Voilà. Alors, comment gérer l'eau? C'est la grande question. On va parler des réserves d'irrigation appelées méga-bassines par les opposants. Avec une sécheresse comme celle-ci, elles ne se sont pas remplies. Est-ce que ce sont une réponse adaptée, selon vous, M. Grimont-Pré, à la sécheresse? Alors, est-ce que c'est la réponse unique à la problématique? Je ne sais pas. La difficulté, ça va être d'ajuster les besoins aux ressources disponibles. Donc il y a 2 leviers en fait d'action. Soit on agit sur les besoins, notamment de l'agriculture, en demandant à l'agriculture d'être plus sobre dans sa consommation d'eau. Donc ça, il y a des techniques qui peuvent exister, c'est-à-dire changer les assolements, revenir à des techniques agroécologiques où on implante des couverts végétaux, on remet de la matière organique dans les sols, donc plutôt des solutions fondées sur la nature. Dans le même sens, on imagine aujourd'hui des variétés végétales qui soient plus résistantes à la sécheresse. Ça, je dirais, c'est le levier agir sur les besoins de l'agriculture, mais il y a des besoins quand même qui seront incompressibles, on s'en rend compte. Aujourd'hui, il y a des cultures qui ne sont pas irriguées, peut-être que demain, elles devront être irriguées parce qu'elles n'auront pas suffisamment d'eau. Et puis il y a l'autre levier d'action qui est le levier ressources disponibles. Comment on maintient, alors peut-être plus artificiellement, un stock de ressources disponibles quand même pour un certain nombre d'usages. L'usage agricole en fait partie. Je rappelle que l'usage prioritaire dans les textes et dans tous les documents qui planifient l'usage de l'eau, c'est l'eau potable et la salubrité publique. L'agriculture n'arrive qu'après, que bien après. Donc, il n'y a pas de conflit à certains avoir. dénoncent la concurrence des usages. Vous dites non, il n'y a pas de concurrence. Si on applique aujourd'hui le droit tel qu'il est, il n'y a pas de conflit possible. L'usage agricole ne peut pas se faire au détriment
de l'usage en eau potable. Après, quel type d'ouvrage faut-il pour retenir les eaux? C'est là le débat, en fait. Stocker, on a toujours stocké dans l'histoire, notamment en matière agricole. La question, c'est les modalités de ce stockage. C'est quel volume, à quelle période on remplit les ouvrages, comment, décide qui décide, quelle gouvernance on installe pour surveiller et pour ouvrir ou pas le robinet. C'est là la véritable question. Et comment on inscrit aussi cette gestion de l'eau dans un projet de territoire. Parce que ça concerne tous les usagers du territoire, l'eau en tant que bien commun. Et dans un projet de moyen et de long terme face à la situation climatique, on va écouter Pascal Ribeiro, irrigant en Charente-Maritime. Lui, il a fait ses calculs, il remplace un tiers de son maïs par une culture de tournesol. On l'écoute. Bon, si je dois mettre tout en maïs et pas pouvoir l'arroser, la perte financière sera bien plus importante. J'ai essayé de limiter un peu le manque à gagner en réduisant un peu, en essayant d'arroser ce que je pourrais, plutôt que de faire toute la surface en maïs et de ne pas pouvoir l'arroser du tout. Monsieur Turpot, à quelles adaptations les agriculteurs sont-ils prêts? C'est un risque financier de quitter un peu cette irrigation dont on parle? Alors l'irrigation, pour moi, est nécessaire pour certaines cultures. Il y a des cultures où on ne pourra pas se passer d'eau, clairement. Pour tout ce qui va être culture légumière, culture arboricole, pour aider aussi à l'alimentation du bétail, des animaux. Ça, c'est quelque chose pour être sûr que les animaux aient ce qu'il faut à manger. Il y a certaines cultures, on ne pourra pas faire sans. Par contre, cette année, dans le contexte qu'on est actuellement, certains agriculteurs, collègues, se sont adaptés, ont essayé d'adapter leurs assolements. C'est pas facile parce que on réserve nos semences à l'avance. Les stocks de semences sont limités, surtout dans des périodes, on va dire, de tension où on est géopolitiquement actuellement avec le conflit en Ukraine. Ça accélère encore plus les problématiques d'approvisionnement pour nous agriculteurs entre les engrais, les semences. Donc si on revoit notre assolement, on revoit complètement ce système-là. Et certains ont la possibilité de s'adapter, d'autres ne l'auront pas. Parce que c'est des choses, on anticipe toutes ces choses-là et forcément... Il faut avoir la disponibilité pour penser à ce moyen terme, long terme. Donc là, c'est sur le court terme. Là, je parle du court terme. Oui. Après, sur le long terme, les exploitations, les agriculteurs, je pense qu'on est une population qui s'adapte quand même assez facilement. De toute façon, on vit avec ce climat. On essaye de s'adapter avec ce qui se passe autour de nous. Donc, il y a des techniques de l'agroécologie, certains les font, les pratiquent. Après, tout le monde les pratique à plus ou moins un degré plus ou moins élevé. Mais de toute manière... Plus ou moins convaincu, je dirais pas plus ou moins convaincu, mais plus ou moins élevé, parce qu'après, une exploitation agricole, ça se modifie pas en une année. Il faut du temps, il faut appréhender les techniques, il faut tester, il faut être sûr de ce qu'on va faire, parce que y a quand même une réalité économique derrière. On doit faire vivre... moi, mes salariés, j'ai des salariés, il faut que je fasse vivre des salariés, des familles, ma famille. Enfin voilà, il y a plein d'enjeux tout autour de ça. Donc, on ne peut pas tout modifier du jour au lendemain, c'est normal. C'est des évolutions qui vont se faire petit à petit. La sécheresse fait aussi sentir son emprise sur les particuliers. Les dossiers de maisons fissurées se multiplient chez les assureurs, encore une fois. Le sol argileux est en cause et crée des mouvements de terrain si importants que les bâtiments sont déstabilisés. Voyez notre reportage en Charente. Ça commence là, et puis ça continue ici, et ça continue dans l'autre angle. Une fissure de plusieurs mètres de long, apparue en 2016. Depuis 4 ans, l'association des sinistrés de la sécheresse se bat pour que l'État reconnaisse leur commune en situation de catastrophe naturelle, car il y a urgence. Il y a des cas où les gens ne peuvent plus habiter, des maisons qui sont déclarées impropres à l'habitation. Et ces gens-là, ils ont des crédits, ils n'ont plus de maison. Ces gens-là comptaient là-dessus aussi pour leur vieux jour, pour ne serait-ce qu'avoir un capital pour ne serait-ce une maison de retraite. C'est le cas ici. La maison de la tante de Bernard Burgot est inlouable et surtout invendable. À l'extérieur comme à l'intérieur, les dégâts sont considérables. Un préjudice matériel, mais aussi beaucoup de détresse humaine. On a des personnes qui
bon, on essaie de les soutenir en tant qu'association, mais il y a des personnes qui pensent au suicide. Il y a des couples qui se sont séparés, qui se séparent parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans la maison. Pour éviter ces situations, le Sénat a remis en 2019 un rapport et une proposition de loi visant à modifier le régime d'indemnisation qui date de 1982. Sans succès, 1 an après, rien n'a changé. Delphine Boutron, vous nous confirmez, rien n'a changé, sans catastrophe naturelle déclarée, il n'y a pas d'indemnisation? Non. Nous, on intervient une fois que l'arrêté interministériel a été enregistré auprès du journal officiel. Ensuite, les assurés ont 10 jours pour déclarer ce sinistre à leurs assureurs. Donc nous, on ouvre un dossier, on missionne un expert. L'expert va sur place et dit oui ou non, il y a sécheresse ou pas, en fonction de certains critères. Et lorsqu'il a été constaté que ça pourrait être éventuellement un sinistre sécheresse, ce qui détermine cela, c'est une étude de sol. Donc l'expert va missionner une entreprise qui va étudier les sols. Et à l'étude de sol, on a le retour, oui, il y a sécheresse ou non. S'il y a sécheresse, plusieurs possibilités. Soit la terre ne va plus bouger, entre guillemets, donc les fondations sont stabilisées. À ce moment-là, on répare les fissures que l'on voit à l'intérieur et à l'extérieur. Deuxième possibilité, le sous-sol est instable, donc il faut réparer les fondations. Donc pour cela, différentes techniques, soit une injection de résine, en fait, c'est des tubes dans lesquels on injecte de la résine en périphérie de la maison ou à l'intérieur, tout dépend où sont les dommages. Autre possibilité, ce qu'on appelle des plots béton, donc en fait, on fait des ceintures béton autour de la maison pour plus qu'elle bouge. Une fois que... Tout ça, c'est des travaux très lourds. Très lourds, coûteux. Et c'est long. C'est long parce que le fait de faire intervenir toutes ces personnes, ça prend un petit peu de temps et c'est très coûteux. Parfois, il y a plus de valorisation de travaux que la valeur du bien en lui-même, donc ça coûte. Une fois que ces travaux ont été faits, on laisse 1 an et on vérifie, à savoir si la maison, les fondations de l'ouvrage sont réellement stabilisées ou non. Et une fois que c'est stabilisé, à ce moment-là, on fait les embellissements intérieurs-extérieurs, le petit coup de peinture à l'intérieur. Quand je dis le petit coup de peinture, quand je viens de voir le reportage, non. Et puis après, on refait l'extérieur aussi. On bouche les fissures et on refait un enduit. Donc, c'est très coûteux et très long. Et en effet, il peut y avoir des désagréments aujourd'hui pour ceux qui vivent dans ces maisons. Et quand il n'y a pas sécheresse, il n'y a pas d'arrêté. Il n'y a pas d'arrêté, du coup, tout ça, c'est à la charge. Le citoyen, aujourd'hui, doit financer seul ses travaux. On disait un mot tout à l'heure de ce type de sol sensible à la sécheresse, ça réagit un peu comme une éponge. On va voir une autre carte, c'est celle des sols argileux. C'est le premier risque naturel en Poitou-Charentes, avec de très nombreuses communes concernées. Est-ce qu'il y a une conscience de ce risque, M. Grimont-Pré ? Non, je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on est à un moment T et on n'imagine pas ce qui peut se produire demain avec 1 ou 2 degrés de plus de réchauffement climatique. Donc, on n'est pas préparé aux conséquences de ce changement. On en voit certaines manifestations aujourd'hui, mais on n'arrive pas à se projeter dans ce monde de demain et à imaginer des scénarios sur lesquels il faudrait se caler. Mais il y a des plans de prévention des risques, inondations, etc. Et il existe le plan prévention risque sécheresse. Oui, il y a ce genre de dispositif, mais ce n'est pas à la hauteur des événements. Il n'y a pas de zone inconstructible, par exemple, non, quand il y a des poches d'argile importantes. Et ni sur le littoral, d'ailleurs. Voilà, on sait que les eaux vont monter à l'avenir. On est loin d'en avoir tiré les conséquences par rapport à la constructibilité de certains territoires. Donc, on a encore tout un chemin à parcourir, que ce soit en matière d'urbanisme ou en matière agricole. C'est ce chemin qu'il faut dessiner d'aujourd'hui jusqu'à demain et trouver les leviers en fait pour s'adapter, quoi. Rapidement, Madame Boutron, est-ce que l'État accorde facilement ces états de catastrophe naturelle sur des questions du bâti ? Eh bien, en fait, il faut que chaque habitant fasse une déclaration auprès de sa mairie. En fonction du nombre de citoyens sinistrés, en fait, la commune peut être classée sinistrée catastrophe. C'est le poids du nombre de déclarations qui agit et qui l'a déclenché. Autre aléa climatique récent en Poitou-Charentes, le gel qui a sévi le week-end dernier et ce début de semaine. Alors, c'est un peu tôt pour faire un bilan, Monsieur Turpot, mais quels échos dans la Vienne jusque-là ? Alors, oui, c'est sûr, c'est un peu tôt pour faire un bilan parce que principalement a été touchée l'arboriculture. Donc, les fruits à noyaux ont été lourdement touchés cette année. Tout ce qui va être pêche, cerises, abricots. A priori, certaines exploitations ont été touchées à 100%, on n'en aurait quasiment pas.
Donc ça, c'est un drame parce que ces exploitations-là ont connu ça depuis 2 ans. Ça fait la 2e année consécutive qu'ils connaissent ce problème-là. Donc ça met en danger ces exploitations. Et après, au niveau viticulture, pour l'instant, on ne peut pas faire de comptage parce que la vigne était un peu moins développée que l'année dernière, mais il a fait plus froid. Et du coup, faut attendre que ça pousse Oui, pour faut savoir avoir un réellement vrai l'impact des lieux. l'état du lieu, Mm. l'impact du gel sur les viticulteurs de la région, quoi. Alors, quelles mesures possibles pour se prémunir? On a aperçu les systèmes d'aspersion, c'est encore de l'eau. C'est encore de l'eau, mais c'est le meilleur système qui existe en fait en protection de gel, parce qu'il faut commencer à mettre en route l'aspersion à partir du moment où ça commence à geler, et on l'éteint une fois que les glaçons ont fondu sur la végétation. Et c'est le meilleur système qui fonctionne jusqu'à des températures très extrêmement froides, jusqu'à -6, -7, -8, ça fonctionne. Après, les autres systèmes de protection fonctionnent moins bien Moins jusqu'à bien. des températures extrêmes. Oui, et ils sont très coûteux. On va jeter un coup d'œil à cet autre dispositif utilisé dans le vignoble cognacais. On regarde. Pour lutter contre le pire ennemi de la vigne, ce domaine de la Grande Champagne a décidé de mettre les grands moyens. Sur cette parcelle, un tout nouveau système de chauffage est en cours d'installation. C'est un câble autorégulé qui est d'une puissance de 30 watts, ce qui lui confère un dégagement d'énergie autour de 40 degrés à peu près, sur un rayonnement d'une quinzaine de centimètres autour de ce câble. Donc l'idée, c'est qu'on va donc attacher la latte autour de ce câble chauffant, ce qui va permettre au rayonnement de protéger les bourgeons. Depuis 2019, ce système de câble chauffant intelligent est testé sur cette autre parcelle du domaine. Le dispositif est géré automatiquement par un ordinateur et assure la protection des vignes jusqu'à -6 degrés. Ici, l'humain n'a pratiquement pas besoin d'intervenir. Ici, on va gérer donc l'allumage, contrôler si tout est connecté, vérifier que les sondes de température fonctionnent bien et on va pouvoir paramétrer les alarmes à la bonne température. Mais cette solution coûte très cher, 80 000 € par hectare pour l'installation, plus la location de générateurs à 25 000 € pièce. Pas très écologique non plus, le système est alimenté au combustible fossile. « 80 000 € par hectare, des générateurs loués 25 000 € pièce, alimentés par combustible fossile. Toutes les cultures ne peuvent pas se permettre de telles dépenses. C'est pas très développement durable non plus. Alors à quel moment le bénéfice-risque change de camp? À Monsieur quel Turcot. moment? C'est là 90 000 € de l'hectare. Moi, je me sens pas capable d'installer ça. Il faut valoriser sur des vignobles qui valorisent énormément, on va dire, qui valorisent très très bien les bouteilles. Pourquoi pas, ça peut s'entendre, mais sur des vignobles où on valorise moins Oui, bien, ça vaut pas le coup. ça vaut pas le coup. Alors, il y a d'autres solutions qui existent. Je sais que nous, on est en train de réfléchir pour investir dans un système qui va réchauffer l'air. Donc, bon, ça a ses limites parce que ça va jusqu'à une certaine température, jusqu'à -3, ça va fonctionner. Et au-delà de -3, ça fonctionnera difficilement, quoi. Donc, mais on est plus sur d'exceptionnel quand même. Ça revient, c'est très très récurrent. Ça va faire sur 5 ans, je pense qu'on va l'avoir vu 3 années de gel, quoi. Donc on est quand même sur des phénomènes très récurrents. Des tendances. Voilà. Et donc, on va jeter un coup d'œil à la carte des cultures en Poitou-Charentes, en violet et rose. C'est la viticulture et les fruits. En jaune et ocre, les grandes cultures, les céréales. Les autres couleurs, ça correspond surtout aux différents élevages. Monsieur Grimont-Prix, avec la multiplication des événements climatiques, sécheresse, gel, les cultures, elles vont devoir évoluer vers le nord, vers le sud. Alors, on sait pour les vignobles qu'effectivement, il va y avoir une remontée des vignobles plus vers le nord, hein, des régions où il n'y en a pas tellement, hein, Bretagne, Normandie, nord de la France. Pour les autres, c'est difficile à dire. Tout dépend des moyens qu'on va mettre en œuvre pour s'adapter. Le risque, c'est effectivement que nos bassins de grande culture ne puissent plus produire comme aujourd'hui, ce qui serait problématique pour notre sécurité alimentaire, pour On parlait de l'autosuffisance géopolitique tout à alimentaire, l'heure, oui. et puis aussi pour l'export, parce que la moitié de notre production de céréales en France va à l'export, mais pour nourrir des pays qui justement vivent aujourd'hui sous d'autres climats qui pourraient être à l'avenir le nôtre.
Donc je pense au Maghreb, au Moyen-Orient, qui dépendent complètement de nous pour l'alimentation en céréales. Donc ça risque de créer effectivement des bouleversements très très importants. Sachant que vous me disiez, d'ici 30 ans, on a le climat de l'Espagne en France. Madame Boutron, il y a beaucoup de réflexions en cours dans le monde de l'assurance. Comment est-ce qu'on prend en charge tous ces risques? Il va falloir mutualiser les efforts parmi les compagnies d'assurance. En effet, pour tout ce qui est risque, multirisque par rapport aux récoltes, donc là, on attend, c'est le sujet en ce moment qui est en pleine réforme, on va dire. Et puis après, au niveau des catastrophes naturelles, je pense qu'au niveau de la sécheresse, ça se développe de plus en plus. Il y aura de plus en plus de demandes. Comment l'État va faire pour gérer tout ça ou les compagnies d'assurance? Après, à voir. Donc il y aura des courtiers, il y aura des associations pour être plus gros, pour arriver à digérer tout ça. La co-assurance. Puis j'ajoute que si le risque devient systémique, il n'est plus accidentel et en théorie, il n'est plus assurable. Ce ne sera plus une catastrophe naturelle. Et donc, quelque chose qui arrive tout le temps, ce n'est plus un risque puisque c'est une donnée. Et donc, normalement, ça ne peut pas être pris en charge par un contrat d'assurance. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci, c'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, pas de dimanche en politique au profit de la retransmission de la course cycliste Paris-Roubaix. Dans un instant, l'information continue avec le journal régional présenté par Clément Massé. Prenez soin de vous et surtout, votez.